Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Forum de la presse politique. Nous sommes ici parce que notre pays a des difficultés économiques qui sont dues effectivement à des crises. Ta caméra est là. Face à la caméra. Merci, papa. Français peut passer à Wazam. Non, non, vous avez raison. Il ne faut pas perdre la main, oui. Non, non, j'ai regardé les ministres, tu vois la fascination du pouvoir. La fascination du pouvoir. C'est un micro, ok, un enregistreur. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse politique. Nous sommes ici parce que notre pays a subi un choc important sur le plan économique. Vous avez appris que les prix des matières premières ont baissé et notre balance des paiements a aussi été infléchie dans les mêmes proportions. Nous sommes ici parce que aussi, à l'intérieur du pays, les prix ont aussi augmenté et que notre monnaie a connu aussi des difficultés. Nous voulons avoir des réponses et pour les avoir, il faut aller vers ceux qui ont la décision et les stratégies. Nous avons donc accepté aujourd'hui d'être reçus, parce que c'est lui qui nous reçoit, le ministre de l'économie, Modeste Bahati, qui nous reçoit ici et avec qui nous allons passer quelques temps pour avoir des réponses à des questions précises. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir. Merci beaucoup à vous aussi. Nous sommes donc ici avec des responsables des médias et vous allez les découvrir progressivement quand ils prendront la parole. Maintenant, je vous dis simplement qu'il y a Jérôme Sekana de AGM, Agence Galaxy Média, Jean-Marie Kassamba de Télé 50, Moussé Média et Média Plus, Jean-Louis Mersekama de Antenne A et Françoise Bouela qui est avec moi ici pour co-présenter. Merci, Willy. Monsieur le ministre, est-ce que la crise qui nous frappe, parce qu'elle est une évidence, va-t-elle emporter l'ensemble des performances sur lesquelles vous étiez très fiers? Bien, je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez ce jour de pouvoir échanger avec vous sur la marche de l'économie congolaise. Il est vrai que la crise, elle est mondiale. Nous ne sommes pas épargnés, mais nous sommes résilients et c'est ça la différence. C'est-à-dire que nous résistons face aux chocs extérieurs, mais également aux problèmes internes qui sont connus de tout le monde. Il est inutile de dire que les 3 années qui sont passées, depuis la dernière crise économique, la RDC a opéré ce qu'on peut appeler un miracle économique. Et tout le monde le dit, la Banque mondiale le dit, le Fonds monétaire international l'a dit, plusieurs observateurs avisés l'ont dit, et tout récemment, vous avez suivi dans une revue d'African Business, lorsqu'on présentait les performances et en donnant en première ligne l'image du président de la République, Joseph Kabila Kabange, aux côtés du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, et ils ont fait un commentaire pour démontrer d'où nous sommes partis et où nous sommes, et ils ont fini par conclure que malgré la crise, la RDC est au-dessus du lot, c'est-à-dire lorsque vous prenez le degré et le niveau de croissance économique de la RDC comparé à la moyenne africaine, nous sortons du lot et donc nous sommes au-delà de la moyenne africaine. Est-ce pour autant qu'il faille dire que nous allons continuer sur cet élan où nous allons être absorbés aussi par la crise? Ce qui est important pour un gestionnaire, c'est d'avoir une stratégie. Et notre stratégie, c'est justement de dévancer les événements. Et de quelle manière nous le faisons? La première stratégie, évidemment, c'est la diversification de notre économie. Vous le savez très bien que les performances que nous avons réalisées jusque-là, en termes de croissance économique, qui nous ont conduit jusqu'à 9,5% en 2014 et qui ont baissé légèrement en 2015 et aussi en 2016, ces performances étaient fondées essentiellement sur les matières premières minérales, les minéraux et un peu les services.
Mais maintenant, nous avons dit non, c'est le moment de nous réveiller. Il faut que nous puissions prévoir comment faire agir les autres secteurs, comment les amener à contribuer efficacement à la croissance économique, notamment l'agriculture, le tourisme, l'énergie et les autres secteurs. Ça, c'est la première stratégie. Et donc, nous y croyons et nous croyons que nous allons continuer à résister et nous pourrions même améliorer tous nos agrégats macroéconomiques. Vous êtes un homme optimiste par nature et nous allons essayer de confronter tout cela à des questions et nous allons commencer directement les questions que mes confrères ont préparées. Françoise Bouela, vous avez la parole. Merci Willy, merci Monsieur le Ministre. Alors vous avez tout à l'heure parlé de ce magazine African Business qui a parlé des progrès réalisés par la République démocratique du Congo. Mais comment vous vous sentez quand les autres parlent de ces performances en lieu et place des Congolais qui vivent dans ce pays? Bien, vous savez qu'il est difficile de se juger soi-même et c'est toujours en retard que les gens réagissent. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de héros, on les découvre avec le temps. Maintenant que nous sommes là, c'est vrai, les gens ne se rendent pas compte de tout ce que nous sommes en train de réaliser. C'est lorsque ce bonheur-là passe que les gens s'en souviennent. Et ceci pour dire que c'est lié, je peux le dire, à la nature humaine. Il faut dire que le peuple, l'homme, il est un éternel insatisfait. Ça, c'est clair. Et c'est son droit. Parce qu'on cherche toujours le meilleur, on cherche toujours à être dans les meilleures conditions. Mais malheureusement, nous sommes dans un processus où on a en face les contraintes, les difficultés, et on a de l'autre côté les opportunités. Et malheureusement, souvent, les difficultés prennent le dessus sur les opportunités. Mais ce qui compte pour un responsable, pour un dirigeant, pour un gouvernement, c'est de toujours faire mieux qu'avant. C'est-à-dire, vous prenez la situation d'avant, vous vous dites, qu'est-ce que j'ajoute, qu'est-ce que j'apporte par rapport à ce que j'ai trouvé. Et c'est aussi scientifique. Quand on vous demande de présenter ou de défendre une thèse, on vous pose la première question, mais monsieur, le sujet que vous développez, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau par rapport à ce qui existe? Et si vous n'arrivez pas à démontrer que réellement, dans votre thèse, vous apportez une innovation, eh bien, votre thèse est rejetée. Et pour un dirigeant, c'est pareil. Et donc, nous avons pris le pays, c'est vrai, la commande des affaires à des moments très, très difficiles, mais nous avons compris que pour changer les choses, il faut travailler. Il faut travailler durement. Il faut être discipliné. Il faut se fixer des objectifs. Il faut avoir une vision. La vision a été donnée par le chef de l'État et c'est à nous de la mettre en pratique. Chacun dans son secteur. Je n'ai pas besoin que le Premier ministre me dise, monsieur le ministre de l'économie, il y a tel dossier qui vous attend. Non, moi-même, je sais que quand je me lève à 5 heures, j'ai autant de choses à faire au courant de la journée et je ne peux pas dormir si je ne les ai pas réalisées. Et si tout le monde fait autant, ça fait une contribution globale. Merci, monsieur le ministre. C'est difficile de parler de soi-même. Alors, comment vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut être prise comme un pays vers lequel les investissements directs étrangers se tournent maintenant en Afrique subsaharienne? Comment on peut expliquer cela? Comment on en est arrivé là? C'est facile parce que nous avons pris une série de réformes incitatives. D'abord sur le plan légal, sur le plan législatif, nous avons pris beaucoup de lois qui attirent les investisseurs et surtout qui leur offrent des garanties. Parce que pour l'investisseur, c'est vrai, nous avons toutes les ressources imaginables et inimaginables, mais il fallait à cela ajouter les garanties. Quand quelqu'un vient investir, il veut que son travail, son investissement soit réalisé dans de bonnes conditions, qu'il gagne de l'argent, qu'il ait la paix et la sécurité. Et c'est ce que nous avons fait pendant tout ce temps. Donc, toutes les réformes que nous avons entreprises, que ce soit le code des investissements, que ce soit les lois particulières, que ce soit le code minier qui permet à un investisseur de récupérer d'abord son capital investi, quitte à ce qu'il commence à payer les impôts,
ainsi que les assurances internationales, notamment l'adhésion à l'OADA, qui est une garantie supplémentaire à la justice interne. Vous avez la CA, vous avez l'AMIGA avec la Banque mondiale. Ce sont là des instruments qui permettent à un opérateur, s'il n'est pas satisfait d'un jugement rendu ici, soit par les cours et tribunaux, soit par le tribunal du commerce, il a la possibilité d'aller au-delà, soit à Abidjan, à l'OADA, soit à la Banque mondiale, pour bénéficier d'une justice qu'il croit équitable. Et nous avons justement adhéré à ces conventions-là et nous les avons ratifiées pour dire nous nous engageons à exécuter les sentences qui rendront ces cours-là. Et ça, ce sont des garanties supplémentaires. Oui, pour terminer peut-être, oui, ça c'est un fait, mais cela va-t-il avoir des retombées dans le trésor public? On aura un budget qui va être multiplié avec tout ça? Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'il ne faut pas raisonner à court terme. Parce que si vous raisonnez à court terme, vous voulez qu'un investisseur vienne aujourd'hui et qu'aujourd'hui il commence directement à verser de l'argent dans la caisse de l'État, eh bien vous n'aurez aucun investisseur. Je viens de vous expliquer ici que des entreprises comme Tenke Fungurume Mining, bon, il a fallu qu'on attende 5 ans pour que ces entreprises commencent à verser les impôts. Et aujourd'hui, ce sont des millions et des millions que ces entreprises versent dans la caisse de l'État. Parce que nous avons pris la patience, nous nous sommes dit, pendant autant d'années, nous leur accordons les facilités, mais nous savons qu'il y aura des retombées plus tard. Il est évident que tout ce que nous mettons en place comme mécanisme, comme moyen et comme instrument, la finalité, bien sûr, c'est qu'il y ait des retombées positives dans les caisses de l'État. Merci, Excellence. Nous allons donner la parole à Moussé Mediawe, Michel. Oui, Monsieur le ministre, c'est vrai, il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui est fait, mais en même temps, les différents témoignages qui nous viennent de l'extérieur, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la Commission économique africaine, que ce soit la revue dont on vient de parler. Mais ce qui étonne quand même, c'est que malgré tout l'arsenal juridique mis en place par le gouvernement, il a suffi d'un petit choc exogène pour qu'il y ait une certaine dégringolade. Vous avez parlé de diversification, je crois que c'est l'une des solutions pour sauver l'économie. Est-ce que vous pensez que vous avez les moyens de pouvoir investir dans de nouveaux secteurs porteurs et qui vont soutenir la croissance? Oui, c'est vrai que notre monnaie a connu un petit choc. Un petit choc. Oui, C'est pas grand, ça. comparé aux situations antérieures, mais c'est moins de 5%. Il ne faut pas quand même dramatiser. Ce sont des choses acceptables dans une gestion normale. Et quand vous quittez 950 pour arriver à 1000 ou 1050, eh bien, quand vous regardez le pourcentage, évidemment, on ne peut pas s'en réjouir. Parce que même si c'est 0,1, il faut toujours être inquiet. Parce que comme vous le savez, le taux d'échange, c'est l'un des indicateurs les plus importants de la macroéconomie et sur lesquels se réfère tout opérateur économique. C'est-à-dire qu'avant de fixer le prix, on voit quel est le taux d'échange. Ça, c'est évident. C'est vrai. Nous avons connu ce problème pour diverses raisons qui sont connues. Vous savez, la monnaie, c'est aussi une marchandise, comme tout autre, et donc répond à la loi de l'offre et de la demande. Notre monnaie est soutenue par les devises qui proviennent du secteur minier, du secteur des services, les banques, ainsi de suite. Mais à un certain moment, plusieurs entreprises avaient baissé fortement d'activité et c'est ce qui fait que les recettes d'exportation ont fortement baissé. Mais à cela s'ajoute aussi la fraude. On a constaté une fraude qu'on peut considérer poussée par des voisins, je m'excuse de le dire, parce que les voisins étaient et ils sont encore en difficulté pour des raisons tout à fait évidentes. Vous prenez l'Angola. L'Angola, le gros des devises venait de l'exportation du pétrole. Le pétrole et les prix avaient totalement chuté. De 110, on est descendu à 26, maintenant c'est remonté à 50. Vous prenez la Zambie, le cuivre. Le cuivre, on est parti de $8 000 la tonne, on est descendu jusqu'à près de 4 000. Maintenant c'est remonté jusqu'à 4 700, 4 800. Mais cela ne les a pas laissés indemnes. Vous avez suivi que pour la plupart
de ces pays-là, ils ont dû passer par un collectif budgétaire en révisant à la baisse leurs prévisions budgétaires. Mais il n'y a pas que cette conséquence, il y a eu la conséquence sur le taux d'échange de leur monnaie. Vous prenez l'exemple de l'Angola, un dollar américain, au taux officiel, c'est 165 kwanza. Mais lorsque vous partez sur le marché parallèle, c'est 5 fois plus, 5 fois, 4 fois plus de 700 kwanza le dollar. Et qu'est-ce que les gens font? Eh bien, ils envoient tout ce qu'ils produisent chez nous parce qu'ils savent que notre économie est fortement dollarisée et que quand ils viennent avec des marchandises, ils rentrent avec des devises, particulièrement le dollar américain. Quelqu'un qui vient vous vendre un sac de ciment à 4 dollars, il sait qu'en fait, il vient seulement prendre la monnaie. Il ne vient pas avec le coût réel du sac de ciment, mais il vient prendre 4 dollars pour les échanger et avoir l'équivalent de 4 sacs de ciment chez lui. Voilà. Michel, mais on a appris quand même que l'État congolais, le gouvernement avait injecté 50 millions de dollars pour pouvoir juguler cette crise monétaire, mais apparemment ça n'a pas eu d'effet. Ah bon, il y a eu 50 millions de dollars, pas une seule fois d'ailleurs, hein, je crois 2 ou 3 fois. Donc chaque fois 50 millions? Oui, en fait, je crois que ça a été fait 2 fois ou 3 fois par la Banque centrale. Mais bon, moi, en tant qu'économiste financier, j'avais suggéré qu'on ne se limite pas seulement aux banques. Il fallait aller chez les cambistes, au bureau d'échange, pour éponger la masse monétaire qui traîne là-bas. Parce que quand on se limite seulement au système bancaire, quelle est la conséquence? D'abord, les banques commencent par conforter leur position de change. Deuxièmement, elles payent en monnaie scripturale, c'est-à-dire elles font des transferts de compte en compte. Or, nous voulions qu'on frappe directement le surplus de la masse monétaire en circulation. Et si on l'avait fait, vous alliez voir que le taux allait baisser. J'espère que la Banque centrale nous écoute et qu'elle prendra en compte cette stratégie. Parce que vous n'êtes pas en collaboration. On est en collaboration, mais il y a ce qu'on appelle l'autonomie de la Banque centrale et donc je n'ai pas à leur donner une injonction, c'est un conseil que je prodigue. Oui, sur cette question de 50 millions de dollars qu'on a versé sur le marché justement, moi je pense qu'il y a une structuration de l'économie nationale qui est devenue essentiellement consommatrice et non productrice. Moi j'étais à l'OFU. Je crois que vous avez pris une décision juste mais terrible en même temps. Vous savez, la balance d'échange entre l'Angola et la RDC était déficitaire du côté congolais parce que nous, on n'exporte presque rien là-bas. Entre-temps, eux, ils exportent vers chez nous tout et ils pompent les devises. Donc, je crois que c'était très important. Mais en même temps, nous ne produisons pas beaucoup de choses et nous n'exportons presque rien. Voilà pourquoi les millions de la Banque centrale vont continuer à être dilués dans les comptes et entre les mains de ceux qui ne produisent pas. Et je voudrais profiter justement de ça pour demander est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement devait organiser une sorte d'état général de l'industrie congolaise? Parce que dans ce pays, il faut le dire aux plus jeunes, nous, on produisait presque tout et on exportait beaucoup. On était premier producteur mondial, exportateur mondial d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on ne produit presque plus rien. On exporte presque plus rien. Et ce qu'on exporte, c'est à l'état brut. Est-ce que vous avez pensé un jour remettre l'économie, l'industrie congolaise au niveau où elle était, notamment en 1959, où on nous dit que nous étions plus développés que les dragons sud-est asiatiques actuels, le Canada et l'Afrique du Sud? Oui, je crois que votre préoccupation elle est tout à fait fondée. Et nous avions pensé justement dans le cadre de la diversification. Si vous avez bien suivi, le président de la République a été inspiré et c'est ainsi que nous avons pris les 28 mesures urgentes. Parmi ces mesures, il y a justement les actions qui doivent être menées de manière à ne pas trop dépendre des importations. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez suivi le dernier compte rendu de la Troïka. Nous avons dit nous allons lancer entre 6 et 8 parcs agro-industriels immédiatement. Donc il y a le parc agro-industriel de Bumba dans la Mongala, il y a le parc agro-industriel
de Rugumba dans le Tanganyika, il y a le parc agro-industriel de Bukanga au Kasaï, il y a le parc agro-industriel de Ruzizi dans le sud du Kivu, il y a le parc agro-industriel du Maniema à Kassongo pratiquement, parce que vous savez là, on avait une grande production de riz et donc on va essayer de développer ainsi pour ne pas trop dépendre de l'extérieur, donc des importations. Mais aussi, il faut noter que c'est vrai, en 1960, nous avions une économie très forte et nous étions bien sûr au même niveau que le Canada et un peu plus que la Corée du Sud qui aujourd'hui n'est plus à comparer avec nous autres. Et donc la distance est très très longue. Mais je crois que ce qui compte, c'est de prendre conscience de tout cela. Vous avez parfaitement raison. Beaucoup de filières ont été abandonnées alors qu'elles permettaient justement de contribuer au renflouement de la caisse de l'État en devises, mais également à soutenir la monnaie et l'économie nationale. Mais d'autre part, il faut dire que la faute quand même incombe à nous les dirigeants. À un certain moment, il faut dire que le pays n'a jamais été vraiment stable, il faut le dire. Quand vous regardez tout ce qu'on a connu comme crise politique, des guerres, avec des rébellions, des crises à répétition, ceci n'a pas permis à ce qu'on puisse réfléchir. Je pense que maintenant, nous devons pouvoir dire, laissons les questions politiques et politiciennes de côté, qu'elles ne puissent pas nous distraire. Quand on est aux affaires, il faut d'abord travailler pour la production. Il faut accroître la production parce que le remède, justement, c'est la production. Et nous sommes à un niveau très bas, je le reconnais, mais l'essentiel, c'est d'en prendre conscience et prendre des mesures correctives pour qu'on puisse agir, et nous sommes sur la bonne voie. Jean-Louis Messekama. Oui, monsieur le ministre, sans parler de l'industrie, de tous ces secteurs de production, il y a un élément qu'on ne peut pas éluder, c'est la compétitivité de notre économie, cette capacité à affronter les autres marchés, à pouvoir facilement exporter. Et que souvent, malheureusement, depuis longtemps, on n'a plus les conditions de compétitivité. On va jusqu'à taxer les intrants, qui sont souvent d'origine aussi importée, qui font que notre économie devient une économie totalement extravertie à tous les étages. Alors comment pouvons-nous régler un peu ce cercle vicieux et en faire un cercle vertueux? Oui, en fait, nous devons savoir par où il faut commencer. Le grand problème de notre pays, c'est un problème d'abord d'infrastructure. Je crois qu'il faut effectivement s'attaquer aux infrastructures. Il faut qu'il y ait suffisamment d'énergie, parce que pour transformer, il faut avoir de l'énergie. Vous savez, il y a eu beaucoup d'argent qu'on a mis dans beaucoup de projets, mais qui aujourd'hui ne présentent aucun résultat. Il n'y a aucun résidu, on n'a aucune trace. Et parce que c'était des mauvais choix. C'était des mauvais choix, non. Bon. Dire qu'on a volé, je crois que c'est trop dire, mais moi je peux dire que c'était des mauvais choix économiques. Moi je vais vous donner un petit exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, si on a 100 ou 200 millions de dollars, et qu'on voudrait savoir par où il faut commencer, moi je dirais il faut commencer par la certification de nos réserves minières, nos réserves pétrolières. Pourquoi il faut certifier ces réserves-là? Parce qu'une fois certifiées par des organismes reconnus mondialement, eh bien, les investisseurs viendront en masse pour investir parce qu'ils savent que dans ce sol-là, dans ce sous-sol-là, il y a telle richesse, il y a telle ressource. C'est important. Et au bout d'une année, de 2 années, on aura suffisamment de ressources. À ce sujet-là, il y avait quand même un projet avec les musées de Tervuren, avec Promine, avec même des fonds de la Banque mondiale pour la certification. Mais apparemment, ceci même n'a pas fonctionné. Bien, vous savez, bon, parfois, il y a des choses qu'on vous offre par la main gauche et on cherche à les retirer par la main droite. Si vous n'êtes pas vigilant, vous croirez que c'est une bonne action, mais en fin de compte, bon, c'est pour vous laisser toujours dans l'état. Je crois que c'est nous-mêmes qui devons être conscients de ce que nous devons faire. Et nous sommes sur la bonne voie. La certification, par exemple,
c'est l'une des 28 mesures. Et une fois qu'elle est faite, soyez rassurés, on aura même déjà les pas de porte en termes de millions, si pas de milliards. Avant que le projet ne commence, il y aura, les caisses de l'État seront renflouées. Et donc, je crois que le cercle vicieux dont parle Jean-Louis, c'est une réalité, mais c'est aussi la conséquence de la mondialisation. Nous ne pouvons pas y échapper. Vous savez, aujourd'hui, la grande guerre économique que nous avons, que les autres États ont, surtout ceux du tiers-monde, c'est justement la concurrence des produits importés qui sont fabriqués par une technologie avancée, mais qui parfois ne sont pas des produits bio, mais aussi des produits qui sont subventionnés malignement sous diverses formes. Mais on ne vous le dira jamais, les États subventionnent la production agricole sous plusieurs formes. Et quand ces produits arrivent avec des prix réduits, bon, il est évident qu'ils viennent casser les industries locales. C'est à nous de savoir qu'est-ce qu'il faut importer, qu'est-ce qu'il ne faut pas importer. Et parfois, je crois que la taxe, ça peut être aussi un remède pour lutter contre l'envahissement des produits étrangers. Mais trop de taxes tuent Mais la vous taxe, savez, quand même. oui, il faut un bon dosage, justement. Taxes, oui. Et il faut aussi respecter les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Parce que vous ne pouvez pas commencer à tout taxer. C'est comme si vous fermiez la porte aux produits des autres pays. Et là, vous violez certaines règles internationales. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons fournir beaucoup d'efforts. Nous devons faire des bons choix. Et nous sommes un pays béni, sincèrement. Béni parce qu'on a tout sur place. Et c'est question de faire appel à l'intelligence économique. commence à se fatiguer d'entendre ça. Ça commence à énerver les gens quand ils entendent ça. Oui, pays ils béni, entendent. vous avez tout, mais nous pays sommes pauvres. Béni, mais nous sommes rien, parmi les plus pas. pauvres, c'est vrai. Et, mais il fallait qu'il y ait un moment. Il fallait qu'il y ait un moment pour s'en rendre compte, parce qu'il faut commencer par là. Prenons la deuxième question de Jean-Louis. Avant de passer à ma deuxième question, j'ai quand même une suggestion un peu au gouvernement et que vous qui réussissez à la Troïka. Parce qu'il y a un phénomène, en fait, c'est la résilience de l'économie congolaise. Elle s'est avérée résistante. Plus résistante que les économies voisines. C'est-à-dire que les effets de la baisse des cours des matières premières et d'autres éléments se sont répercutés, mais avec une plus grande lenteur, avec moins d'effets. Alors, il faudrait quand même qu'on arrive à mesurer un peu tous ces impacts, à tirer un peu les leçons pour, je pense, bien redécoller. Et puis, pour terminer, donc... Jean-Louis cherche un emploi, je crois. Non, pas... Des emplois, il en aura, il n'y a pas de problème. La question, Jean-Louis. Oui, alors, l'autre chose aussi, c'est quand même, je pense que, lié aussi à la monnaie, c'est un peu la facture, notre facture alimentaire. Elle est d'1,5 milliard. Et avant même, les réserves de change étaient supérieures à ça. Et maintenant, ils sont en deçà de ces 1,5 milliard qu'on dépense par an. Comment, en quelques mois, si c'est possible, parce que maintenant on peut en termes de mois, réduire vraiment cette facture alimentaire, de l'exportation des aliments, en fait, tout simplement. Justement, avant de venir ici, je venais d'une réunion au Palais de la Nation où le chef de l'État nous a confié un travail pour voir rapidement comment développer des filières vivrières qui nous permettent justement d'épargner nos devises, au lieu d'importer du poisson alors que nos poissons meurent de vieillesse dans le fleuve, les lacs, au lieu de... Et puis, ce sont des poissons de mauvaise qualité qu'on importe. Quand vous voyez notre poisson capitaine ici, comparé au chinchard, quand même, il y a... Mais quand ils sont sur le marché, les poissons capitaines coûtent 100 fois plus que les chinchards. C'est cela qui n'est pas normal. Nous y travaillons pour permettre à un plus grand nombre d'y accéder. Mais il faut donc mettre en place les mécanismes de production extensive. Et nous y travaillons. Il n'y a pas que le poisson, il y a la viande, il y a le poulet, il y a un peu de tout. Et donc, nous étions justement en train de travailler sur cela. Je ne peux pas vous en dire plus parce que nous réservons encore la primeur à celui qui nous a demandé le travail. Dès que le travail est validé, vous verrez que les choses vont bouger de manière à affluer, en tout cas le marché, de manière à ce que
d'ici décembre, on ne puisse pas s'inquiéter outre mesure. Nous allons prendre Jean-Marie Kassamba, qui est avec nous sur ce plateau. Merci, Monsieur le ministre. Moi, j'avais deux petites questions. D'abord, la première par rapport à ces 28 mesures que vous avez prises au niveau du gouvernement. Tout à l'heure, vous avez épinglé un certain nombre de choses que vous êtes en train de faire et que vous envisagez de faire. Mais est-ce que la première problématique, ce n'est pas surtout la promotion des investissements à RDC? L'ANAPI n'a pas les moyens de faire la promotion des investissements. Tout à l'heure, vous avez dit que on vous plébiscite par les observateurs, les organismes internationaux, certaines personnalités qui congratulent la RDC, mais vous-même, la RDC, vous n'assumez pas votre rôle de promouvoir les investissements chez vous. Ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est par rapport aux revenus. Il y a encore de l'impunité, un peu de mauvaise gouvernance dans ce qui mobilise les recettes de l'État pour que vous puissiez avoir le moyen de votre politique. Est-ce que ces laisser-aller ne conduisent pas à ce que l'économie ne puisse pas être soutenue par de vraies réserves d'échange, de vrais moyens de l'État pour que les investissements, notamment dans les infrastructures, se tiennent? Parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures aujourd'hui qui sont à l'arrêt parce que vous manquez les moyens de les financer. Merci beaucoup, Jean-Marie, président provincial de la ville-province de Kinshasa, de l'UNPC, donc je suis en face du président. D'abord, pour ce qui est de l'ANAPI, c'est vrai que l'ANAPI, pendant un temps, avait connu des problèmes, mais je crois que pour le moment, l'ANAPI bénéficie d'une parafiscalité qui lui permet de pouvoir faire son travail. Et c'est vrai que ce n'est pas encore assez, mais en tout cas, le gouvernement a fait en tout cas de sorte qu'il y ait quand même une quotité de la taxe sur l'industrie qui revienne justement à l'ANAPI pour lui permettre de promouvoir les investissements. L'ANAPI a produit un bon nombre d'instruments et de projets qui ont été validés, mais je crois que ce qui manque encore à l'ANAPI au jour d'aujourd'hui, c'est le suivi des projets. Il faut que les moyens lui permettent de suivre le projet. Lorsque un promoteur a présenté un projet, il dit voilà, moi je veux construire par exemple une usine de fabrication de mousse ou de matelas, et bien dans tel coin, pendant autant de mois, je vais recruter autant de personnes. Il faut qu'il y ait un suivi. Il ne suffit pas que cela soit présenté sur papier, qu'on lui donne les facilités financières, pas financières, mais fiscales et douanières, on lui accorde tout cela et que par la suite, il se détourne de l'objectif. Et donc, le suivi permettrait justement d'évaluer et de savoir qu'effectivement, tel projet a été réalisé à tel pourcentage et il a contribué à la croissance économique, à la création des emplois, tel que cela avait été prévu. Il y a aussi le fait que l'ANAPI doit développer la communication en anglais. C'est très important. Qu'on n'ait pas la honte de le dire. Au jour d'aujourd'hui, nous qui participons à des conférences internationales, lorsque vous venez avec un papier en français, c'est à peine que les gens le regardent. Mais lorsque vous le présentez en anglais, eh bien tout le monde est curieux de lire. Je crois que l'ANAPI doit développer en tout cas une branche de communication en anglais pour mieux vendre notre pays, pour mieux présenter nos opportunités. Et au jour d'aujourd'hui, en tout cas, on sent qu'il y a un dynamisme du côté de l'ANAPI. Nous ne pouvons que soutenir cette agence. Les difficultés ne manquent pas, mais je crois qu'il y a quand même déjà un élan qui se dessine. Pour ce qui est de votre modicité oui, des contributions des agences. Oui. Les régies financières, c'est vrai, leur contribution n'a pas été très satisfaisante, il faut l'avouer. Impunité. Je parle sous le contrôle de Jérôme Sekana. Je suis sûr qu'il y reviendra. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle un contrat programme. Je pense qu'il faut qu'il y ait des contrats
de performance. Les dirigeants doivent, sans minorer bien sûr les prévisions, parce qu'on a connu des dirigeants des régies qui minoraient les prévisions pour que finalement ils sortent des héros qui aient réalisé au-delà du 100%. Nous ne voulons pas ce genre de dirigeants, nous voulons que réellement les gens s'engagent à réaliser les assignations telles qu'elles ressortent de l'activité économique. Mais plus concrètement mais c'est vrai qu'il peut y avoir, et sûrement je ne peux pas défendre les agents qui travaillent dans des régies, je ne peux pas dire que tous sont des saints, mais il faut aussi tenir compte de la contraction de l'activité économique. Parce que quand on veut frapper, on veut prélever quelque chose sur l'activité économique, il faut qu'elle-même d'abord puisse exister et qu'elle soit significative pour que le produit soit aussi significatif. Excusez-moi, monsieur le ministre, vous allez continuer, mais est-ce que la difficulté, ce n'est pas trop de taxes aussi dans ces régies? Parfois, on surtaxe et il y a une espèce de pression sur les opérateurs économiques et l'écoulage, encore une fois. Bon, d'abord, il faut dire que ce ne sont pas les régies. Cette perdition des recettes pour l'État. Ce ne sont pas les régies qui taxent. Les régies, la taxe, c'est légal, c'est d'origine législative, ce sont les parlementaires qui prennent les lois. C'est vrai, il y en a beaucoup. Moi, j'en sais quelque chose parce que je reçois les plaintes tous les jours. Vous savez, il y a le cadre permanent de concertation économique qui reçoit tous les jours des plaintes. Il y a des taxes et des surtaxes et même d'autres qui sont illégales. Et nous sommes en train d'y travailler. C'est vrai, il y a beaucoup de taxes. Notre objectif, c'est de dire, voilà, nous avons mis sur pied une cellule qui va étudier le système d'un impôt unique. C'est-à-dire, l'opérateur économique, il serait bien sûr à l'aise si on lui disait, voilà, lorsque vous venez travailler dans ce pays-là, on vous fait payer 40%. OK. Comme ça, de cette manière-là, l'État n'a qu'à s'arranger avec sa multitude de services pour voir comment répartir les 40%, mais au moins l'opérateur sait à quoi s'en tenir. Mais lorsqu'il reçoit tous les jours des invitations, des convocations, des mises en demeure, des mises à recouvrement, ainsi de suite, ça perturbe son activité, c'est vrai. Ça, c'est aussi dans le cadre du doing business. Nous avons demandé que des efforts soient fournis pour améliorer le climat des affaires. On y travaille. C'est un travail harassant, mais il faut nécessairement le poursuivre. Mais vous savez, l'homme a la peau dure. Nous avons la volonté au niveau du sommet de l'État de changer les choses, mais ce n'est pas nous qui sommes en contact au quotidien avec les opérateurs économiques. Il faut que les agents aussi suivent. Et le fait que nous n'ayons pas jusque-là une administration requinquée, une administration dynamique, une administration motivée, et ce fait-là fait que finalement, nous n'avons pas les résultats escomptés. Mais au moins, la volonté politique est là. Je garde encore la parole. Oui, oui. Mais parce que nous parlons de recettes de l'État, oui, je voudrais me poser une question précise sur un cas connu. C'est le cas de scanners qui sont dans les différentes frontières. Avec le contrat qui avait été signé avec la DGDA, une entreprise permettait à l'État congolais non seulement de gagner du temps, mais de pouvoir taxer exactement les marchandises qui passent par la frontière. Oui. Mais ça fait déjà plus d'une année que ce travail ne se fait plus. L'État ne veut plus aider cette entreprise à travailler. Non, comme je vous ai dit, les gens ont la peau dure. Vous savez que même quand l'État prend la décision de mettre les choses dans l'ordre, il y a des agents qui sabotent. Mais il faut les sanctionner. Ils les sabotent. Si vous les connaissez, vous les sanctionnez. Le système des scanners, le système, même le guichet unique ici. Combien de fois il n'a pas été combattu? Changer. Mais nous y travaillons. Mais est-ce que le gouvernement a les moyens de punir? Est-ce que le gouvernement a les moyens de sanctionner? Bien sûr. Alors pourquoi il ne le fait pas? Non. Vous avez suivi combien d'agents on a révoqués? Malheureusement, ils sont nombreux. Je crois à chaque conseil des ministres ces derniers temps, vous suivez les dossiers qui sont présentés par le ministre de la fonction publique. On révoque, le gros c'est toujours au ministère des Finances avec ses régies. Et donc le travail se fait, mais c'est vrai,
Nous avons besoin de réformer notre administration. Jean-Marie, vous avez encore une question? Oui, je reviens, Monsieur le ministre, sur la réalité que vivent les Congolais aujourd'hui, entre ce que vous avez appelé les performances, entre ce que vous avez appelé tout à l'heure le pays béni, etc. Et le paradoxe avec ce que nous vivons au jour le jour sur le marché. Sur le SMIC, par exemple, le salaire qu'on paye aux fonctionnaires et même ceux qui travaillent dans le privé. Quelle est, pour vous aujourd'hui, la priorité au ministère de l'économie? Est-ce que c'est baisser le prix? Est-ce que c'est promouvoir l'investissement direct? Tout à l'heure, Françoise Bouela disait qu'il y a même une revue qui vous a plébiscité comme le pays ou la zone qui attire plus d'investissements, etc. Quelle est la priorité pour vous aujourd'hui? Parce que quand vous écoutez les Congolais, ils vous disent, mais c'est bien beau la croissance, c'est bien beau de nous parler de pays bénis, tout ça, mais le ministre Baët, il fait quoi à court terme? Dans les 28 mesures, qu'est-ce que vous faites pour les Congolais? Bon, d'abord, il faut clarifier les choses. Vous savez, lorsque nous parlons de retombées de la croissance économique, il y a des résultats palpables et des résultats, disons, matériels et des résultats immatériels. Moi, je vais vous donner l'exemple d'un résultat immatériel. Lorsque, grâce à la croissance économique, nous investissons dans l'éclairage public, par exemple, bien, ça profite à tous ceux qui passent par là, à tous ceux qui vivent dans les environs, donc à tous les riverains. Mais ce n'est pas palpable, on ne sait pas compter, on ne sait pas dire, bon, voilà, moi je bénéficie de 2 $, fruit de la croissance économique parce que j'ai l'éclairage. Bon, vous avez l'amélioration, par exemple, de l'éducation, grâce, par exemple, aux bonnes écoles, parce que si le cadre n'est pas bon, il est évident que la prestation ne peut pas être bonne aussi. Mais si vous avez un bon cadre, et encore que nous avons le volet des salaires des enseignants, qui doit être le deuxième volet pour améliorer la qualité de l'enseignement, mais déjà le cadre lui-même, bon, lorsque nous investissons là-dedans, eh bien, c'est également quelque chose de palpable, de non palpable matériellement, mais la qualité, elle est là. Et nous avons par exemple le transport public. Vous savez, les gens oublient très vite dans quelles conditions nous étions dans cette ville. Vous savez vous-même que c'était une gageure que d'avoir un moyen de transport dans cette ville. Mais comme on oublie très vite, je vous ai dit que l'homme, par nature, il est insatiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons amené des bus, il y a maintenant la fluidité dans la circulation. On demande maintenant autre chose. C'est tout à fait normal. Et tout dirigeant doit être toujours prêt à y répondre. Tous ceux qui aspirent à être des députés, à être des dirigeants, ils doivent toujours s'attendre à ce que la demande soit toujours là, permanente. Elle est permanente. Le peuple demandera toujours. Même dans les pays les plus avancés, la demande est toujours là. Et ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de dire, nous sommes quand même en train de faire un grand pas en avant. Quand vous regardez la situation qui était la nôtre il y a de cela quelques années, rien que la stabilité monétaire, rien que le taux d'inflation. Nous sommes aujourd'hui à un taux annuel de 2,5%. Mais nous étions à plus de 10 000%. Ça veut dire que chaque jour, celui qui vit en RDC, qu'il soit congolais ou étranger, chaque jour, en utilisant seulement la monnaie nationale, il perdait de l'argent, il perdait de la richesse. Et aujourd'hui, nous avons quand même ce bienfait qui n'est pas quantifiable, mais qui est là. Le fait d'avoir, par exemple, son salaire régulièrement et que ce salaire puisse vous permettre d'avoir la même quantité de la marchandise. Par exemple, avec votre salaire, vous pouviez acheter 5 poulets, eh bien, le mois prochain, c'est toujours les 5 poulets. Et c'est quand même un acquis. Il y a quelque temps, c'est plus vérifiable aujourd'hui avec l'inflation. Oui, mais ça a un tout petit peu baissé. Peut-être au lieu de 5, maintenant vous passez à 4. Mais c'est déjà mieux par rapport. C'est déjà mieux par rapport. Monsieur le ministre, nous allons faire la fin de ce programme, mais avant que Jérôme ne prenne la parole, une question, sinon je vais l'oublier. Évidemment, nous avons tout à l'heure salué le fait que des observateurs ont encouragé, et nous sommes même d'ailleurs à la une de certains grands magazines mondiaux,
mais la question de l'énergie est une question cruciale. Tout à fait. Et pourtant, nous faisons rêver le monde avec le projet Grand Inga. Oui. Et c'était un projet dans lequel les générations futures allaient se retrouver. Mais je constate quand même que la Banque mondiale s'est retirée. Tout le monde vient, sauf la Banque mondiale. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que la Banque mondiale se retire du projet Inga? Qu'est-ce qu'il y a eu? Quel est le soubassement de cette question? Bien, je crois qu'ici, il s'agit d'une question de souveraineté. À nous-mêmes, nous devons nous assumer. Bon, la Banque mondiale, vous savez qu'elle commence à poser beaucoup de conditions, même au jour d'aujourd'hui. Nous devrions bénéficier d'un appui budgétaire de la part du Fonds monétaire international, mais comme ce sont des jumeaux avec la Banque mondiale, eh bien, on commence à nous poser des conditions politiques et même politiciennes. Ils disent, voilà, il faut que d'abord il y ait une lisibilité politique. Bon, donc vous comprenez, c'est pour cette raison qu'il faut compter sur ses propres efforts. Je crois Inga, c'est un très bon projet. Je n'ai pas en charge ce projet, mais tout ce que je sais de ce projet, c'est que le chef de l'État a nommé quelqu'un qui doit piloter le processus, oui, qui doit piloter le processus. Et nous, je pense qu'il faut rechercher de nouvelles ressources et il faut savoir vendre. Parce qu'en fait, le fait que nous ayons ce grand réservoir de 100 000 mégawatts en plusieurs tranches, nous devons être en mesure de négocier avec ceux qui ont besoin d'énergie. Et ils sont nombreux sur cette terre des hommes. Ils sont nombreux, même au Moyen-Orient, en Afrique australe, nous-mêmes, ainsi de suite. Il faut négocier avec eux pour qu'eux, ils viennent dans le partenariat de manière à s'assurer d'une production énergétique inépuisable. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je crois que c'est cette voie-là, au lieu d'attendre la Banque mondiale, les bienfaiteurs connus de tout le monde, non, je pense qu'il faut savoir s'assumer. À un certain moment, vous savez que Mouzé, Kabila, il en avait marre, il a dit, bon, moi, je ne veux plus de tout ça. Et on a tenu pendant 2 ans sans appui ni de la Banque mondiale, ni du Fonds monétaire international. Et on arrivait à payer à chaque soldat, quel que soit son grade, ne fût-ce que $100 américains. Et c'était régulier. Et je crois que si on est déterminé, on peut arriver à faire certaines choses. Il faut s'émanciper économiquement. Il faut savoir qu'il n'y a aucun État qui souhaite qu'il soit dépassé par un autre. Donc, c'est une compétition permanente. Nous, le jour où nous comprendrons que nous devons aussi être en compétition et chercher toujours à être les meilleurs, à gagner les parts du marché, au lieu de subir, au lieu d'attendre qu'on vienne définir comment nous voulons réformer notre administration. La preuve, c'est que la même Banque mondiale, depuis toujours, elle ne voulait jamais financer les aspects sociaux, elle ne voulait jamais financer les salaires. Or, vous savez que les salaires, la main-d'œuvre, c'est un des facteurs de production. Vous ne pouvez pas produire si vous ne payez pas les salaires. Et donc, quand on vous dit, nous venons vous offrir, nous vous accordons des millions pour construire les routes, mais on ne paye pas les salaires des gens, la conséquence, vous voyez, notre administration est totalement délabrée. Et donc, nous devons nous réveiller. Et il n'y a que par l'administration qu'on peut sauver la situation de notre économie. Nous allons prendre Jérôme Sekana, qui parle le dernier pour ce programme, mais qui n'est pas le dernier d'entre nous. Merci Jérôme beaucoup. Sekana. Je pense que nous devons nous passer des appuis budgétaires qui n'arrivent même plus. Alors, monsieur le ministre, il n'y a pas que les organismes internationaux qui félicitent notre gouvernement, ni les magazines internationaux. À l'intérieur du territoire national, nous les faisons également. Et surtout dernièrement, lorsque notre pays a été compté parmi les 10 pays réformateurs. Et il y a eu beaucoup de bonnes réformes, même si certaines battent de l'aile. Moi, je voudrais parler de la résilience de notre économie, monsieur le ministre. Bien sûr que c'est une résilience solide par rapport aux pays voisins, mais au même moment, il y a certaines choses qui se passent à l'intérieur du pays qui essaient d'émietter le faible pouvoir d'achat de la population. Je prends un seul exemple. Vous venez de revoir à la hausse le prix du carburant.
en ajoutant 50 francs congolais, bien sûr, sur le prix ancien. Je voudrais comprendre comment vous comptez soulager les faibles pouvoirs d'achat de la population en prenant une telle décision, tout en sachant très bien qu'il y aura des conséquences en chaîne. Parce que lorsque les prix des produits pétroliers augmentent automatiquement, dites-vous que les denrées alimentaires vont prendre, les prix des denrées alimentaires vont prendre l'ascenseur, le prix des transports, ainsi de suite. Alors je voudrais comprendre quelle est la formule et pourquoi vous avez pris cette décision alors que le peuple congolais n'a pas bénéficié de l'embellie pétrolière. Sur le plan mondial, voilà. Ça, c'est la les première prix question. ont baissé. Voilà. Oui. Voilà. D'abord, il faut savoir que, comme nous l'avions dit, notre monnaie a subi un petit choc, subi quand même un choc. Hein. Quand on va jusque dans les proportions de 5%, c'est quand même un grand choc sur le plan économique. Et donc, la conséquence, elle est logique, elle est mathématique. Parce que le carburant, nous ne le produisons pas, celui que nous consommons, nous ne le produisons pas. Nous devons l'importer, et pour l'importer, il faut le payer en devises. Dès lors qu'un dollar américain est passé de 930 francs congolais à 1018, hein, mais, et au jour d'aujourd'hui, même sur le marché parallèle, il est à 1068. Il est évident que celui qui importe, il doit disposer de 1068 pour avoir un dollar américain pour pouvoir importer du carburant. Et donc, c'est un réajustement tout simplement, d'ailleurs partiel, du taux d'échange. Il est vrai que les pétroliers étaient à bout de souffle et ils voulaient déjà passer. Mais les barils n'ont pas changé de prix Non, au niveau non, international. non. Bénéfice avec les prix qu'ils Non, ont non, maintenus. non. Nous avons bénéficié de la fiscalité et de la parafiscalité pendant cette période-là parce que nous voulions stabiliser les prix. Et c'est pour cette raison que maintenant le gouvernement accepte, malgré lui, la baisse de la fiscalité pour faire face à cette demande des pétroliers. Donc les 50 francs au litre qui sont ajoutés, qui représentent moins de 0,5%, constituent un petit réajustement. Je dis un petit réajustement du taux d'échange. D'un côté, nous avons baissé la fiscalité, mais de l'autre aussi, nous avons accepté qu'on puisse réajuster le taux d'échange en augmentant ne fût-ce que de 50 francs. Il était prévu initialement une augmentation de 100 francs, mais nous nous sommes dit, nous sommes quand même à la veille de la rentrée scolaire. C'est vrai que les réalités économiques s'imposent à tous. Hein, et donc, les faits sont têtus, même si nous voulons faire la démagogie, nous ne pouvons pas résister à ces faits économiques. Il ne faut pas faire la démagogie en économie. Vous voulez importer du carburant, il faut le payer en dollars. Ces dollars, il faut les avoir. Et quand vous ne les avez pas, vous n'avez rien. Ça va être de longues files dans les stations. Et je crois que ce n'est pas ça que souhaite le gouvernement. Nous souhaitons que l'approvisionnement soit régulier, mais dans une certaine mesure que les réajustements nécessaires soient opérés. On ne le fait pas de bon cœur. On ne le fait pas de bon cœur. Nous allons prendre la dernière question de Jérôme. Oui. Oui, monsieur le ministre, je pense qu'on aura beaucoup à dire là-dessus après, peut-être dans un autre cadre. Je voudrais m'attaquer au problème des ressources, notamment les recettes que nous mobilisons. En tout cas, elles ne se comportent pas bien. Aucune de nos régies n'a créé les assignations. Et ce qui m'inquiète encore davantage, c'est les exonérations dérogatoires, qui représentent aujourd'hui 40%. Donc, dans chaque milliard de francs congolais que nous mobilisons, dites-vous que nous perdons comme ça 400 millions de francs. Exact. Et apparemment, on ne voit pas le gouvernement se mobiliser pour essayer de stopper cette hémorragie. Qu'est-ce qui se passe? Bien, la question des exonérations a été examinée. Il a été demandé au ministre des Finances de voir exactement ce qui se passe. Mais selon le pré-rapport qu'il avait présenté, il a constaté que 85, si pas 90%, de ces exonérations sont tout à fait régulières, donc légales.
Ça répond justement à la politique du gouvernement, une politique incitative pour que nous puissions espérer un meilleur avenir. Parce que quand nous renonçons à nos ressources aujourd'hui, c'est pour que le lendemain nous puissions en avoir plus. Lorsqu'on accepte qu'un projet puisse se réaliser aujourd'hui avec toutes les facilités fiscales et douanières, c'est pour que d'abord il y ait des emplois, mais en plus que plus tard nous puissions prélever sur l'activité et sur les salaires qui sont distribués. C'est vrai qu'il s'y mêle aussi quand même de la fraude dans les exonérations et nous sommes en train d'y travailler. Il y a des cas qui sont dénoncés par-ci, par-là, même à Loufou là-bas. Loufou, on parle trop de Loufou parce que l'affaire de ciment, tout le monde m'a jeté des pierres, mais je peux vous dire que c'était une décision salutaire. Et elle était salutaire sur les ciments. C'est vrai, quand on s'attaque à une mafia, il faut s'attendre à des réactions et à des flèches. Parce que je ne peux pas vous dire, vous donner beaucoup de détails pour vous dire qui était dans ce système-là de la fraude. Et donc, c'était vraiment une forteresse qu'il fallait secouer. Et au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il y a eu une mauvaise application, il y a eu de l'anticipation, de la surenchère, mais nous avons déjà dépêché les équipes des inspecteurs économiques pour ramener le prix à leur niveau parce qu'il y a un stock énorme sur le marché, et que ce soit chez Silou, que ce soit tous ceux qui ont fait entrer du ciment venant d'Angola, il y a beaucoup de stocks sur le marché, il n'y a pas de raison pour que les gens puissent appliquer des prix exagérés. Mais comme je l'ai dit ici, il y a toujours la fraude qui fait que et les exonérations doivent être nécessairement contrôlées. Si elles ne le sont pas, elles vont créer une distorsion, d'abord économique, parce que comme vous le savez, quelqu'un qui vient avec un produit exonéré qui devait servir à la réalisation d'un projet public, au lieu que ce soit ce projet qui bénéficie de ce produit-là, eh bien le produit est revendu sur le marché et vient mener une concurrence déloyale à celui qui exerce normalement. Voilà pourquoi... Juste une petite question sur la diversification des sources de financement. Oui. Juste une minute, c'est très important. Oui. Monsieur le ministre, nous vous encourageons par le fait que vous vous intéressez à l'agriculture, qui est un secteur porteur de croissance. Oui. Mais je me pose quand même une question. Où est-ce que vous allez trouver de l'argent pour financer les parcs agro-industriels que vous voulez dupliquer en province? Parce qu'au cours de la dernière réunion de la Troïka, très rapidement aussi. est-ce que vous allez recourir au PPP, partenariat public-privé, ou au partenariat public de partage de production? Quelle est la stratégie que vous allez appliquer? Bien, nous avons déjà pris des contacts avec une banque étrangère qui est prête à financer l'agro-industrie. Mais également, nous avons dit que nous avons quand même des réserves, bien qu'elles ont baissé, mais elles sont là, à la Banque centrale. Et elles doivent servir justement à financer. On ne peut pas avoir des réserves pour rien que pour les contempler. On est content de dire oui, nous avons $1 milliard. Non, il faut que cet argent soit utilisé à des projets bancables et rentables. Et c'est Keynes qui l'avait dit, un grand économiste que nous suivons. Et je crois qu'il faut savoir se servir de nos propres ressources pour créer de la richesse. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'économie, surtout de votre présence et des réponses que vous avez données. Nous sommes évidemment conscients des difficultés que notre pays traverse, mais nous sommes regardants sur la gouvernance, la transparence et surtout les conditions que le gouvernement met en place pour aller de l'avant. Nous allons donc vous donner quelques secondes pour parler aux téléspectateurs parce que l'économie, c'est la vie de tous les jours, c'est la rentrée scolaire, c'est le pouvoir d'achat, c'est les ciments, c'est les carburants. Vous avez donné des réponses aujourd'hui à toutes les questions de confrères, mais en résumé, pour un message quand même d'espoir, parce que la colère gronde là où il n'y a pas de réponse, et quand il y a une réponse, on peut quand même comprendre pourquoi on n'a pas ce qu'on cherchait. Oui, je vous remercie. D'abord, je vais dire que lorsque je regarde la crème qui est là, en tout cas, vous avez fait une très bonne sélection. Je me dis, c'est un jury de grande facture. Et j'étais très content. Moi, j'aime aussi affronter des questions difficiles. Je crois qu'il faut savoir se mesurer aux difficultés.
tout ce que je peux dire à notre peuple et aux consommateurs, parce qu'il n'y a pas que notre peuple, tous ceux qui sont dans notre pays, c'est que beaucoup de choses sont en train d'être réalisées. Des difficultés, il y en a, et il y en aura toujours. Mais ce qui est important, c'est de savoir les contourner. Ce qui est important, c'est de savoir réaliser. Nous n'avions jamais espéré qu'on pouvait dépasser la production de 450 000 tonnes de cuivre. Nous, on avait toujours considéré cette période-là de gloire de la Gécamine. Mais voilà que déjà, on a dépassé 1 million de tonnes de cuivre. Et sachez que si on avait suffisamment d'énergie, et c'est pourquoi nous travaillons sur l'énergie, nous pouvions franchir le cap de 2 et même de 3 millions de tonnes de cuivre. Qui pouvait s'imaginer que dans ce pays, on puisse pendant plus de 3 ans avoir une inflation qui ne dépasse pas 5%. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, l'inflation est à 2,5%. Pendant toutes les 3 dernières années, on était aux alentours de 0,8, de 0,9, de 1%. Qui pouvait s'imaginer que nous qui étions à -7 en termes de croissance économique il y a quelques années, aujourd'hui, nous puissions aller au-delà de 5% en termes de croissance économique. Donc, quelque chose est en train d'être fait, mais le pays est vaste. Et il nous faut de grandes décisions. Les grandes décisions, sont celles qui produisent de grandes sommes d'argent en termes de milliards. Nous n'avons pas besoin de millions, mais nous avons besoin de milliards dans ce pays. Et c'est pourquoi j'insiste sur la certification de nos réserves pour pouvoir lever des fonds importants. Et je vais vous dire, vous allez vous poser la question, si nous avons des milliards, où doit aller le premier milliard? Je vous dis, le premier milliard doit aller dans l'administration publique. Il faut réformer l'administration. Elle doit être requinquée de manière à ce que ce soit une administration de développement. Le deuxième milliard irait dans les infrastructures, l'énergie, les routes, ainsi de suite, l'éducation. Voilà pourquoi je dis, gardons espoir. Nous sommes là pour travailler, nous faisons notre part du contrat, parce que c'est un contrat avec le peuple. Et après nous, notre prière, c'est que ceux qui viendront après nous, qui puissent également faire mieux que nous. Voilà. Merci. Merci aussi, mes téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci surtout aux confrères de votre participation. Cette émission vous sera diffusée et rediffusée sur les chaînes partenaires. En tout cas, nous remercions sincèrement le ministre de sa disponibilité. Nous espérons que vous avez aimé. En tout cas, portez-vous bien. Au revoir.